Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce premier webinaire de l'année. Très belle année à vous tous pour ceux que je n'ai pas encore eu par mail ou par téléphone. À ceux aussi pour qui c'est une première, bienvenue. Je vois que vous vous connectez toujours plus nombreux. Merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre. On va attaquer notre webinaire consacré donc au RPS et plus spécifiquement aux différentes formes de burn-out. On en entend de plus en plus parler. Je vous cache pas que sur le dernier semestre 2025, nous avons été beaucoup sollicités pour intervenir auprès des entreprises et auprès des élus du CSE concernant justement ces notions de signaux faibles, de RPS, de harcèlement, pas faire l'amalgame, utiliser les bons termes juridiques, avoir les bons process. Donc c'est un webinaire qui tombe à point nommé. On a pas mal de jurisprudence aussi qui tombe en matière de harcèlement sexuel, en matière de harcèlement moral. Attention, utilisez bien, voilà, encore une fois, les bons mots. Tous les RPS, tous les burn-out ne sont pas forcément du harcèlement ou ne découlent pas forcément du harcèlement et inversement. Pour ceux pour qui c'est une première, le webinaire est en direct, donc je vous invite à participer et à me poser vos questions ou vos observations via la petite capsule de chat en bas de votre écran. Vous pouvez taper votre message puisque vous n'apparaissez pas lors de ce webinaire par souci donc de droit à l'image et de confidentialité. Mais par contre, voilà, comme vous pouvez interagir avec moi en tapant donc votre message. Et puis si par la suite vous avez des besoins complémentaires, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre permanence juridique pour les élus du CSE. C'est une assistance en B2B qui est gratuite. Donc vous réservez votre créneau, vous contactez nos équipes. Voilà, et puis s'il y a besoin d'accompagnement complémentaire par la suite, pareil, on pourra vous faire des propositions sur mesure. J'y reviendrai en fin de webinaire. Donc là, moi, lors de ce webinaire que j'ai préparé donc pour vous, ce que je voulais déjà redéfinir avec vous, c'est la notion de risques psychosociaux, ce qu'on appelle les RPS. Les RPS, c'est vraiment un ensemble de risques professionnels. C'est pas juste de la surcharge de travail, c'est pas juste du burn-out, c'est pas juste du harcèlement. C'est vraiment un ensemble de risques professionnels qui portent atteinte soit à la santé mentale, soit à la santé physique, soit au climat social ou à la santé sociale des salariés, et sur lesquels l'employeur doit agir. L'employeur doit agir directement de par son obligation de sécurité, au titre des bonnes conditions de travail. Par contre, tout le monde est vraiment responsable et va être acteur à son niveau en matière de RPS. Les salariés, les élus du CSE, les RH, la médecine du travail en tant qu'acteur externe. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus. Surtout que une fois qu'on en arrive déjà à constater du RPS, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des signaux faibles qui étaient là de façon donc antérieure et qui n'ont pas été identifiés. Donc, il va y avoir vraiment des grandes mesures et un travail de longue haleine, on va dire, sur du moyen terme en tout cas, à mettre en œuvre, puisqu'on va être vraiment dans l'anticipation, dans la prévention, dans l'action quand un incident survient et dans le suivi. Ce sont vraiment les 3 étapes primordiales pour que à la fois l'employeur remplisse son obligation de sécurité, mais que aussi en tant qu'élu du CSE, vous remplissiez votre rôle de prévention et tout votre rôle en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Et puis les salariés aussi, qui sont acteurs en la matière et qui vont devoir donc suivre soit un process qui existe déjà en interne pour un signalement, pour une sensibilisation, une communication efficace et aux différentes étapes en fait de ce qui se passe, puisque on n'est pas obligé d'en arriver au point du soulèvement des RPS. Il doit y avoir tout un travail en amont de sensibilisation, de prévention, d'anticipation
pour que les signaux faibles, s'il y en a, restent à l'étape de signaux faibles, que si jamais après RPS il y a, on sache comment agir et tout, et surtout suivre pour que une situation qui aurait été identifiée, qui aurait été vécue, ne se reproduise pas. Donc là, on en est vraiment sur le contour des RPS. Et les RPS donc, prennent différentes formes. Ça peut être de la surcharge de travail, ça peut être de l'isolement, ça peut être un sentiment d'insécurité, ça peut être de l'ennui, ça peut être un manque d'autonomie ou au contraire une trop grande autonomie. Qui va faire qu'on va détecter une souffrance au travail et ça va avoir un impact donc sur la santé soit mentale, soit physique, soit au niveau social avec les salariés. Et donc, en droit du travail, on sait que les RPS sont liés aux conditions d'emploi, mais aussi à l'organisation du travail ou aux relations professionnelles. Les relations professionnelles entre collègues de boulot, avec la hiérarchie, avec la direction, voire même avec des acteurs externes. Ça peut être avec des fournisseurs, avec des clients ou autres. Ça va dépendre aussi de votre secteur d'activité. N'hésitez pas au fur et à mesure à interagir avec moi en tapant votre message de façon à ce qu'on suive bien le fil du webinaire et que je loupe aucune de vos demandes. Donc, là où on va avoir une problématique, c'est que le Code du travail lui-même ne donne pas de définition des RPS. Il dit juste qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent générer du stress ou de la souffrance au travail. Il va nous donner des exemples, notamment le stress, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences internes ou externes. Donc, les violences internes, c'est entre collègues de boulot ou avec la hiérarchie, ou les violences externes, ça peut être avec des clients, des fournisseurs ou autres. Et les violences peuvent être à la fois physiques, mais aussi verbales. Ça peut être la surcharge de travail, ça peut être un manque d'autonomie, ça peut être un conflit de valeurs, un manque de reconnaissance, un manque de formation. Et donc, les RPS sont compris comme des facteurs de risque qui peuvent altérer la santé du salarié au même titre que les risques physiques, en fait. Sauf que là, on a des notions, une appréciation un peu plus subtile parce que ce qui peut être du RPS pour certains ne va pas forcément l'être pour d'autres. Et selon les secteurs d'activité, on va avoir des facteurs plus accrus, plus soutenus que dans d'autres secteurs d'activité. Dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, il y a potentiellement du RPS. Quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelles que soient les conditions de travail, potentiellement le travail en lui-même est générateur de RPS. Jusqu'à quel point, par contre, la communication, les actions de prévention et de sensibilisation, la communication interne, les process qui existent en matière d'alerte, en matière de signalement, en matière de qualité de vie au travail, vont limiter. Ça va ensuite être analysé au cas par cas. Et puis, les élus du CSE donc, ont un rôle à jouer puisque ils ont le droit de se soucier lorsque un incident survient, lorsqu'une situation délicate survient. Ils ont le droit aussi de mener des campagnes de sensibilisation, d'information de façon directe. Donc, on voit que le RPS est vraiment le problème de tout un chacun. C'est à l'employeur, bien sûr, de prévenir le stress, de prévenir l'isolement, de s'assurer que la charge de travail soit adaptée. Et l'absence de réaction de la part de l'employeur face à une situation, soit de RPS, soit de harcèlement, constitue un manquement à son obligation de sécurité. La désorganisation du travail, le management toxique peuvent aussi être reconnus comme des sources de RPS. Et on a un cas particulier qui ressort et qu'on utilise, c'est un terme un peu à la mode et c'est un terme un petit peu fourre-tout, c'est la notion de burn-out. Attention, tous les burn-out ne sont pas du RPS et surtout tous les RPS ne sont pas du burn-out. Et on a différentes formes d'épuisement au travail. Il n'y a pas que le burn-out. Et il y a aussi les événements de la vie privée dont il faut tenir compte parce qu'on peut craquer finalement au travail alors que la base ou que la plupart en tout cas des problématiques et de souffrances que vivent les personnes peuvent avoir un lien en fait
avec la vie privée et la goutte d'eau, on va dire, viendrait en milieu professionnel ou en tout cas, on a craqué dans le cadre professionnel. Donc là aussi, il va y avoir tout ce discernement à avoir qui est assez délicat. Hein. Donc c'est pour ça que généralement, quand on parle RPS, quand on parle harcèlement, quand on parle souffrance au travail, souvent on a des mesures et de la création d'outils et de moyens en collectif. C'est pas une personne isolée qui va prendre la charge de tout ça. Lorsque j'interviens chez mes clients, je les encourage fortement à créer des groupes de travail, des comités de pilotage, ou en tout cas à avoir un groupe représentatif de personnes qui vont intervenir, parce que tout seul, ça serait beaucoup trop délicat. Le burn-out en tant que tel, c'est la traduction pure, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Et il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'on a pensé à un certain moment, dans les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité sociale. Donc, sans inscription automatique et claire dans les tableaux, il n'y a pas de présomption automatique d'origine professionnelle. C'est au salarié de prouver le lien entre son burn-out et le milieu professionnel. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais être reconnu comme une maladie professionnelle. C'est juste que c'est pas automatique. Donc, il y a une reconnaissance individuelle d'origine professionnelle qui est possible. Et il faut que deux conditions soient réunies. C'est un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle et le syndrome de burn-out. Donc, il faut que le travail soit la cause principale de l'épuisement professionnel. Et aussi que la maladie entraîne une incapacité permanente, même si elle est partielle, de l'état de travail et de comment on peut travailler. Et la jurisprudence évoque souvent un taux d'incapacité d'au moins 25% pour que le burn-out en tant que tel soit reconnu comme un syndrome et lié au travail et donc comme maladie professionnelle. La Sécu, la CPAM, va instruire le dossier. Et c'est la Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, la CRRMP, qui va ensuite se prononcer pour confirmer ou pas la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la prise en charge du salarié et au niveau de la couverture et de la reconnaissance pour le salarié. Ce travail-là, ce dossier-là va être géré en parallèle avec les actions qui seront mises en place dans l'entreprise. Quand bien même le burn-out ne serait pas reconnu comme maladie professionnelle, ça n'exonère pas l'employeur, voire même le CSE, d'action et de suivi de ce genre de situation. Et donc, le CSE joue un rôle essentiel en la matière puisqu'il a toute l'attitude pour déjà prévenir le burn-out, informer, sensibiliser sur ce qu'est le burn-out, de la même façon que l'employeur, attention. Alerter en cas de danger pour la santé mentale, danger d'une situation, danger d'un événement. Enquêter si jamais il y a un incident ou alors s'il y a un accident du travail qui est révélé dans ce cadre-là. Protéger et accompagner le salarié, de la même façon qu'il faudra suivre aussi avec le plan d'action qui aura été défini dans l'entreprise ou qui aura été proposé par le CSE. Encore une fois, anticiper, prévenir, agir quand il se passe quelque chose et suivre de façon à ce que ce qui s'est passé déjà soit bien éteint et que ça ne se reproduise pas. Donc, on en est vraiment sur des étapes bien distinctes qui font que l'employeur a un rôle prioritaire, bien sûr. Et quand je dis employeur, c'est toute l'équipe de direction et les personnes dédiées à la partie santé, sécurité, conditions de travail, en plus donc du représentant légal, et aussi les élus du CSE. Comment on peut arriver à définir ou du moins à constater le burn-out? Déjà, il y a des causes et des symptômes. Et ensuite, on a vulgarisé en fait cette notion-là de burn-out, sauf qu'il y a déjà 3 formes d'épuisement professionnel différents. Donc déjà, on ne va pas utiliser forcément les bons mots, les bons termes juridiques. Le burn-out, c'est vraiment quand on sature. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On en est dans notre tête, dans notre ressenti. Trop, c'est trop. On explose. Donc, c'est de l'épuisement physique, de l'épuisement mental, de l'épuisement émotionnel. Ça peut être du stress chronique, ça peut être de la nervosité alors qu'on ne l'était pas forcément, de l'anxiété, un comportement dépressif, voire même une dépression, des troubles du sommeil, des addictions.
Ça, ce sont les symptômes et les causes, ça vient souvent, donc, et ça doit venir absolument par contre du milieu professionnel. Et l'épuisement professionnel peut découler par exemple de l'absence de reconnaissance suite à un engagement professionnel, suite à une conscience professionnelle qui est vraiment accrue. Ça peut être des relations de travail qui seraient dégradées, soit au sein même du service, soit de façon générale dans l'entreprise, entre collègues de boulot ou avec la hiérarchie. Ça peut être des pressions, des objectifs qui seraient disproportionnés par rapport à ce qui peut réellement être atteint, des pressions concernant un résultat, concernant une productivité, concernant un cahier des charges ou des commandes clients. Ça peut être aussi le fait d'être dans un secteur d'activité où on est en contact avec du public et un public peut-être fragile, précaire ou très souvent mécontent. Donc, on a une charge qui s'accumule quand il n'y a pas d'action et d'outils dans l'entreprise qui permettent justement de pouvoir, de savoir comment ne pas absorber autant. Ça peut être aussi l'insécurité de l'emploi, une réorganisation de l'entreprise, un secteur économique qui peut être un petit peu en difficulté. Tout ça, donc, peuvent créer des symptômes qui amènent à une révélation donc, de ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est vraiment, on explose. Il y a une autre forme d'épuisement professionnel qui, cette fois-ci, est le bore-out. Là, c'est on s'ennuie au travail. Parce qu'on n'a pas de perspective d'évolution, alors qu'on a cette envie d'évoluer, parce qu'on n'a pas assez de travail, et depuis un certain temps, parce qu'on a nos propres ambitions professionnelles qu'on n'a pas réussi à communiquer comme on veut, ou alors qu'on a réussi à communiquer mais qui sont ignorées. On a aussi le burn-out qui arrive quand on a des tâches répétitives de travail qui sont assez monotones, ou alors des tâches qui sont en décalage avec les qualifications ou avec le poste de base, avec ce qu'on a, avec ce pourquoi on est missionné à la base. Donc toutes ces causes-là vont engendrer des symptômes. Encore une fois, de la fatigue, de la tristesse, de la démotivation, de la honte ou de la culpabilité à pas avoir envie de faire ou justement à mal faire, un désengagement en fait, une certaine morosité qui s'installe dans le travail, des réflexions sur une reconversion professionnelle, pas l'envie justement de se lever le matin et de venir travailler, quelques retards ou alors même l'envie des fois de partir un peu plus tôt. Tout ça, ce sont des symptômes qui fait que on révèle de l'ennui au travail. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faut absolument communiquer puisque ça se décèle pas forcément hyper facilement et il faut pas hésiter, il faut oser le dire à sa direction qu'on s'ennuie ou qu'on a l'impression de pas être valorisé comme on veut. Qu'on a des tâches qui sont trop répétitives ou qu'il y a pas ou qu'on est capable de faire mieux en fait ou d'avoir plus de travail et que en l'occurrence là ça fait un moment que ça dure. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. L'épuisement professionnel, c'est pas quelque chose d'exceptionnel sur un moment. C'est vraiment quelque chose qui est assez latent. C'est pour ça que c'est assez subtil parce qu'en plus tout le monde ne réagit pas de la même façon. On a une troisième forme d'épuisement professionnel qui cette fois-ci s'appelle le brown out. Là, c'est plutôt quand on en arrive à se dire mais qu'est-ce que je fais là, c'est plus ma place ou c'est pas ma place. Quand on a des tâches qui ne sont pas valorisantes, qui ne correspondent pas à votre niveau de compétence ou à ce qui avait été prévu au départ. Quand on a des managers toxiques dans le sens où ils sont infantilisants, où il y a un trop grand contrôle sur ce qu'on fait, on a l'impression de servir à rien, on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est assez mécanique. Il y a un conflit de valeurs. Il y a aussi de grosses interrogations sur le sens du travail. Là, il faut faire attention avec cette forme-là parce que ça vient pas forcément uniquement du cadre professionnel. Il peut y avoir aussi une évolution perso dans sa vie perso qui fait qu'on s'emmène qu'on est amené à avoir un déclic. Et là, la base sera personnelle, et alors que le travail en lui-même n'aura pas changé. Et donc, on va avoir des symptômes qui peuvent être de l'anxiété, de la dépression, de la démotivation aussi, de la perte de sens et ce qu'on appelle aussi les crises existentielles.
Donc ça, c'est vraiment la forme la plus délicate puisque elle n'est pas toujours liée au cadre professionnel et qu'il faut bien arriver à séparer toutes les attitudes, toutes les différentes causes qui vous amènent à cet état-là. Et quand vous en êtes à cet état-là, c'est souvent difficile de communiquer là-dessus. Il y a des personnes qui y arrivent, il y a des personnes qui sont un peu plus introverties, qui n'osent pas, qui ont peur de représailles, qui ont peur du jugement, qui n'en parlent même pas en famille. Hein. Et c'est là où, du coup, le rôle des collègues du boulot, le rôle du CSE, le rôle du service RH, du service qualité, de la médecine du travail et bien sûr de la direction et de l'employeur vont être importants, puisqu'on va avoir différents facteurs qui vont se manifester ou pas, qu'on va pouvoir voir de façon très flagrante ou pas, et qui va rendre du coup plus délicat le diagnostic, la révélation et donc du coup la mise en place d'actions. En termes de facteurs, ce qui peut exister généralement, c'est le manque de reconnaissance, c'est une charge émotionnelle, c'est une inadéquation entre les objectifs et les ressources, un soutien social qui serait insuffisant, une mauvaise communication, un manque de contrôle sur sa propre activité, une surcharge de travail qui serait vraiment chronique et qui viendrait du coup de façon très régulière, qui fait qu'à un moment donné, on craque. Ce qui peut engendrer du coup de l'épuisement, de la fatigue, du stress, des maladies physiques, de la colère, de l'agressivité. Donc, on va avoir un changement de comportement. Au contraire, être renfermé, quelqu'un qui était hyper jovial et qui petit à petit se renferme de plus en plus, ne sourit pas, ne dit plus bonjour, ne mange plus avec les collègues le midi, participe plus aux interactions sociales, voire même jusqu'à le désengagement professionnel, la résignation, la dépression, voire même des formes encore plus graves de manifestations individuelles. Donc, c'est vraiment toutes ces notions-là qui existent, sur lesquelles il faut faire super attention. L'employeur a vraiment, encore une fois, un devoir, dès l'étape même de l'anticipation, quand bien même tout se passe bien, l'employeur doit veiller à ce que tout se passe bien et à ce que ça continue. Et quand on commence à avoir des signaux faibles, agir de suite. Prévenir, anticiper, sensibiliser, faire en sorte qu'il existe des process en interne. Le salarié ne doit pas se sentir seul et ne doit pas se sentir démuni. Dans n'importe quelle structure, on doit savoir si alerte il doit y avoir, si souffrance au travail doit être révélée, comment on fait, qui fait quoi, comment. Donc, il doit y avoir des process internes de quelle conduite à tenir, quel formulaire remplir, quel mail adresser, comment on fait pour soulever cette situation. Qu'on soit directement concerné, qu'on soit témoin, et même si on n'en est pas sûr. On ne doit pas avoir la peur de représailles, donc on ne va pas oser en parler. Et bien évidemment, le rôle du CSE aussi pour agir en la matière. Ce qui se fait, ce qui est préconisé, soit par l'inspection du travail, soit par la médecine du travail ou même par les experts RPS et santé, sécurité, conditions de travail, c'est souvent déjà la formation des élus du CSE. Vous avez un budget de fonctionnement qui peut être utilisé pour vos propres formations. Vous pouvez aussi négocier avec l'employeur pour qu'il y ait une prise en charge en partie par l'entreprise pour vous former, vous, directement en matière de RPS, en matière de signaux faibles, en matière de conduite à tenir, pour même créer des outils que vous pouvez proposer ensuite en réunion du CSE ou en commission santé, sécurité, conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment inhérent et spécifique. Ça serait une sensibilisation à la carte pour les élus du CSE. Et après, au niveau de l'entreprise, ça peut se faire par service ou dans l'entreprise totale. On propose aussi beaucoup des journées de sensibilisation ou même des demi-journées de sensibilisation par groupe, pour que tout le monde entende la même chose et qu'on fasse un point en fait sur les règles de vie, le savoir-être au travail, le bien-être au travail. On redéfinit ensemble les bonnes définitions, on utilise les bons mots, les bonnes définitions pour savoir ensuite quelle attitude tenir, quels sont les degrés de protection et d'interaction, d'intervention de la part des salariés, de la part des élus du CSE, de la part des managers, de la part de la direction.
Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui permet à l'employeur et aux élus du CSE de remplir leur mission relative à la santé, sécurité, conditions de travail. Ça rassure et ça permet aussi de clarifier toutes ces notions-là pour l'ensemble des salariés. Et de prémunir, d'anticiper sur d'éventuelles actions, voire même de savoir comment agir quand de la souffrance au travail ou quand des situations bien particulières existent déjà dans l'entreprise. Et suite à ces journées ou ces demi-journées-là, des plans d'action, des idées peuvent ressortir pour assurer ensuite un suivi, s'assurer que tout va toujours bien dans l'entreprise ou que, encore une fois, une situation qui était naissante a pu être arrêtée, a pu être réglée et qu'on a aussi des solutions pour ne plus que ça arrive. Et quand des situations sont trop importantes, parce que ça arrive jusque à des situations de harcèlement ou autres, à ce moment-là, on a ces journées ou ces demi-journées-là qui sont suivies d'actions, qui sont suivies de plans de suivi aussi, de contrôle, de façon, encore une fois, à ce qu'on ait des actions globales et complètes pour le confort des salariés, pour les conditions de travail des salariés. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire sur ces différentes notions. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser vos questions si vous en avez, à faire part de vos demandes à titre individuel pour qu'on puisse vous accompagner sur mesure. Il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées en la matière. Je vous invite à vous sensibiliser vraiment sur ces situations, puisque dans les projets aussi de loi, il y aura certainement un renforcement en la matière. Et puis, si vous avez encore une fois des questions ou des besoins, n'hésitez pas à contacter nos équipes ou à faire des demandes concernant la permanence gratuite qu'on propose. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre webinaire qui sera consacré aux actualités sociales et juridiques. On fait un point donc sur les derniers arrêts de cour de cassation, sur les nouveautés légales qui sont entrées en vigueur et qui vous attendent pour 2026. Donc pareil, vous vous inscrivez en ligne et vous vous connectez le jour J pour poursuivre donc nos webinaires. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite.